Viens, on s'aime. Avez-vous conscience de la puissance de votre amour? Profitez-vous de l'énergie que votre couple peut générer? Donnez-vous à votre relation la place dont elle a besoin pour s'épanouir? Si ces questions vous interrogent, vous êtes ici au bon endroit. En effet, nous avons imaginé Viens, on s'aime, le carnet de route pour vous aider à placer votre couple dans l'action et lui permettre de se réveiller pleinement. Mois par mois, nous vous invitons à vous retrouver pour écrire votre histoire. Pour cela, 2 rendez-vous. Chaque début de mois, retrouvez-vous autour du questionnaire intitulé Mois par mois, toi et moi. L'occasion de revenir sur les jours passés. Qu'avons-nous réussi ce mois-ci? Quels souvenirs souhaitons-nous en garder? Quelles attentions avons-nous eues l'un pour l'autre? Mais également de vous projeter dans ceux qui s'ouvrent à vous. Qu'aimerions-nous vivre dans les semaines à venir? Quels rendez-vous programmons-nous? Quels projets pouvons-nous impulser? Puis, dans sa suite, vivez le rendez-vous intitulé S'aimer aujourd'hui pour demain, pour vous découvrir toujours davantage grâce à des thèmes aussi variés que surprenants et adaptés à la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Pour bien commencer en janvier, faites ce qu'il vous plaît en mai, place au plaisir en août. Ces rendez-vous mensuels Viens on s'aime vont entraîner votre couple dans une dynamique positive et vous permettre de mieux communiquer, de rester connectés l'un à l'autre. Ce carnet de route s'adresse à tous les couples et peut être commencé à tout moment de l'année. Découvrez Viens on s'aime sur saveyourlovedate.fr et dans toutes les bonnes librairies. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, nous recevons Émilie Briand, logothérapeute et créatrice de la Maison de Sens. Avec Émilie, nous allons vous présenter un outil de développement personnel, le Vision Board, ou tableau de visualisation. Le Vision Board prône la représentation visuelle d'un objectif pour permettre sa réalisation. Plus souvent utilisé en coaching individuel, nous voulions vous le présenter comme un outil de communication de couple. Pour écouter cet épisode, munissez-vous d'un papier et d'un crayon. En effet, nous vous proposerons de passer à l'action et de réaliser votre Vision Board de couple. Notez pour cela les questions qui vous permettront de réaliser l'exercice seul, puis à deux. À la fin de notre échange, nous vous parlons du prochain week-end Save Your Love Date qui aura lieu les 10, 11 et 12 février au Mas des Prêcheurs à Tarascon. Pour en savoir plus sur ce week-end et vous y inscrire, rendez-vous sur saveyourlovedate.fr. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Alors aujourd'hui, nous sommes à 3 voix parce que nous retrouvons Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Et puis nous accueillons à notre micro Émilie Briand, que nous avons rencontrée, Marie-Lise et moi, lors d'un petit séjour de travail au Mas des Prêcheurs, du côté d'Avignon. Et moi, j'avais eu la chance de la rencontrer déjà un peu avant. C'est vrai que il y avait eu très rapidement un feeling et on a beaucoup de choses en commun. Et on s'est dit que ce serait très intéressant de l'avoir aujourd'hui à notre micro pour échanger avec nous, notamment sur un outil très concret. Mais on vous en dit tout de suite juste après. Pour l'instant, j'accueille Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci. Bah, écoute, on est ravis. On sait d'avance que ce sera un épisode qui sera lumineux, ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu veux bien en quelques mots te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, moi j'ai 40 ans, bientôt 41 d'ailleurs, dans 2 semaines. J'habite à côté d'Avignon, dans un lieu que j'ai créé il y a 1 an qui s'appelle la Maison de Sens. Pourquoi la Maison de Sens? Parce qu'en fait, moi, je suis logothérapeute et coach. La logothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est la thérapie par le sens, la thérapie qui répond à la quête de sens humaine. Et en fait, j'ai créé ce lieu qui s'appelle la Maison de Sens pour pouvoir recevoir des gens pendant des séjours individuels ou de couple ou collectifs, au cours desquels ils prennent le temps de se pencher sur leur quête de sens et de répondre à des questions qu'ils se posent. Donc, soit de manière individuelle, soit à deux, soit ça peut même être en famille également,
ou dans le cadre de séjours thématiques, par exemple avec de la randonnée, du jeûne, du yoga et d'autres pratiques qui vont converger vers l'introspection et l'écoute de soi-même. C'est une maison que tu as ouverte depuis longtemps? Depuis 1 an, un petit peu plus d'1 an maintenant, qui est un endroit très lumineux, entouré de nature. C'est un vieux mas du XVIe siècle qui est très beau et dans lequel on ressent beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. C'est vraiment un lieu de ressourcement. Enfin, c'est ce qu'on écrit sur le site. C'est une maison de famille qui a été pensée comme un lieu de ressourcement. Et comment, parce que moi, je connais un peu ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivé là, parce que c'était pas ta formation première, logothérapeute. Voilà, qu'est-ce qui t'a, tu vois, attiré dans cette pratique? Dans cette pratique, ce qui m'a attirée, c'est le côté extrêmement constructif, positif, tourné vers l'avenir. En fait, moi, je suis d'une formation assez classique. J'ai fait du droit et ensuite du commerce international. J'ai travaillé dans le monde des médias pendant une 12aine d'années. J'ai managé beaucoup de gens. Et en fait, quand je suis devenue maman, ce qui s'est imposé à moi, c'est que j'avais besoin d'avoir une activité qui soit vraiment très en phase avec mes valeurs et qui me permette d'accéder à ce qui faisait du sens pour moi. Et mon job, mis à part les relations humaines que je pouvais y entretenir au quotidien, et il y en avait beaucoup puisque j'avais une grosse surface de management, mon job était quand même relativement vide de sens parce que je me levais chaque matin pour faire du chiffre d'affaires, en fait, générer de la croissance pour ma boîte. Et je trouvais ça assez vain, en fait. J'avais toujours eu des aspirations en lien avec la relation d'aide et l'accompagnement humain depuis que j'étais ado, en fait, mais j'avais été globalement dissuadée de ce projet par l'ambiance familiale, on va dire. Donc j'y suis pas arrivée par un chemin tout droit, on va dire. Ça a pris des sentiers de traverse, mais j'ai quand même à un moment décidé de vraiment aligner qui j'étais, ce que je savais faire et mes aspirations humaines, en fait. Ça va au-delà des aspirations professionnelles. Enfin, c'était de l'humanité qui me poussait à vouloir consacrer ma vie quotidienne à l'aide des autres, à l'accompagnement des autres. Et à partir du moment où moi j'avais trouvé ce qui faisait sens pour moi, mon urgence et mon besoin fondamental, c'était d'aider les autres à trouver ce qui faisait du sens dans la leur, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée au coaching, puis à la logothérapie. La logothérapie, j'y suis arrivée en lisant un livre de Viktor Frankl, donc, qui est le père fondateur de la logothérapie. Et ce livre m'a profondément touchée, en fait. Je l'avais même pas terminé que j'étais déjà en train de me renseigner sur les formations pour devenir logothérapeute et m'inscrire vraiment dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, je pratique la logothérapie et ou le coaching, selon les cas, selon les besoins. Mais ce que je peux dire de la logothérapie, c'est que la question fondamentale, c'est de comprendre ce qui a du sens pour nous au présent et ce qui aura du sens à l'échelle d'une vie, en fait. Et quand on travaille en logothérapie, on est vraiment dans cette quête-là. C'est un voyage intérieur qui permet de comprendre qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos sources de sens qui peuvent prendre racine dans notre enfance, dans une éducation, mais également dans ce qu'on est, en fait, quelle est notre singularité, quelle est notre authenticité. Puis on travaille énormément sur les aspirations profondes qu'on a et sur la trace qu'on veut laisser, qui fera qu'on pourra se dire à la fin, ma vie a valu la peine d'être vécue. Je l'ai occupée le plus largement possible, en fait. Je l'ai occupée dans toutes les dimensions de ma personne. Et donc, je trouve ça très lumineux, en fait, très porteur, très constructif. Alors, j'imagine que ceux qui nous écoutent comprennent pourquoi on a voulu t'inviter à ce micro et pourquoi ce que tu dis et ce que tu pratiques a du sens pour nous. Alors, pour suivre les personnes que tu accompagnes, pour les coacher, pour les aider, tu as des outils. Moi, il y en a un que j'ai pu expérimenter lors d'une retraite chez toi, c'est le Vision Board. Je connaissais pas du tout cet exercice. Et en fait, en le découvrant, en le pratiquant, très vite, je me suis dit, tiens, c'est un exercice qui mérite d'être connu, qui est finalement, je pense, assez simple pour être pratiqué éventuellement seul. Et donc, j'ai eu envie, je me suis dit, on en a parlé avec Marie-Lise qui le connaissait, qui l'avait déjà pratiqué aussi. Et donc, on a eu envie d'en parler plus largement et d'en parler notamment à nos auditeurs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cet outil, du Vision Board ?
Bien sûr, et je te remercie parce qu'en effet, quand on a commencé à aborder le sujet des séjours pour les couples à la maison de Sens, j'avais pas forcément fait le lien avec cet outil et toi, il a fallu que tu le pratiques, enfin que tu le testes en situation réelle, alors pas en couple, mais dans un autre cadre, pour voir vraiment le lien constructif et positif qu'on pouvait faire. Donc je te remercie pour ça. Le vision board, si on le traduit littéralement, ça veut dire tableau de visualisation. Les deux mots sont importants. Visualisation est plus important que tableau. On l'appelle aussi un tableau créatif. Pourquoi ? Parce que c'est un montage de photos, d'illustrations, de dessins, de mots, de citations qui vous inspirent et qui, combinés sur un même support, le tableau ou la planche, vont permettre de visualiser un projet ou un objectif qui vous tient à cœur, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et donc, tout l'intérêt, toute la fonction en fait de cet outil du vision board, c'est de rendre explicite ce qui se passe dans votre monde intérieur, ce qui se passe dans votre système de référence interne en fait, c'est-à-dire c'est un moyen de mettre en évidence vos aspirations, les rêves que vous avez, les envies que vous avez et qui sont parfois à peine disponibles à la conscience de chacun. Mais comme on passe par un autre biais, qui est le biais de l'image, eh bien en fait, on a accès tout à coup à des choses qui affleurent à la conscience et qui vont devenir beaucoup plus explicites en fait, une fois réunies, assemblées sur ce tableau. Donc c'est pour, comme son nom l'indique, hein, c'est vision, c'est pour voir devant. Exactement. C'est vraiment un outil de mise en évidence des désirs, des besoins, des aspirations. Et en fait, c'est toutes ces choses qu'on veut voir se réaliser qui vont alimenter un procédé mental qui s'appelle la visualisation. En fait, la visualisation, c'est un exercice qui est très puissant, qui est directement lié à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et c'est une loi qui, dans sa forme originelle, est basée sur l'hypothèse qu'on attire les événements, les circonstances et les opportunités avec notre mental. Comment ? En fait, nos pensées vont créer un climat intérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, qui va attirer, qui va provoquer même, en tout cas qui va rendre possible des situations en rapport avec le contenu de ces pensées. Et en fait, ça s'explique de manière très simple, c'est que on donne de l'énergie à ce à quoi on pense. On donne de l'énergie et de l'attention à qui l'on pense. On le voit tous les jours dans notre quotidien. On provoque, on produit de l'énergie dirigée vers ce à quoi on pense ou vers ce à qui on pense. Et donc, c'est ça qui va rendre possible des situations en lien avec nos pensées. Et évidemment, il va falloir mettre ça en œuvre après avec beaucoup de bon sens, avec pragmatisme, avec méthode parfois. Mais en tout cas, l'idée, elle est là en fait. C'est que puisqu'on a visualisé des choses, puisqu'on visualise des choses, plus on va s'y exposer visuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai un tableau, par exemple, il est à 1,50 m de moi à ma gauche, je le vois, je ne sais pas, 150 fois par jour. Plus on va visualiser ça, plus en fait, on va se mettre dans une optique, dans un état d'esprit et un état d'énergie visant à concrétiser ce qu'on a mis en valeur sur notre tableau de visualisation. Ouais. C'est donc un exercice en fait qui pousse à agir, à être acteur. Exactement. Il y a, en fait, je ne sais pas si... peut-être que vous l'avez lu comme moi, mais il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le fonctionnement du cerveau et qui prouvent que la pensée a un impact sur toutes les fonctions biologiques du corps. Et il y a des protocoles de préparation mentale et de visualisation qui ont été mis en œuvre, notamment chez les sportifs ou chez les pilotes de chasse, par exemple, qui visualisent avant une performance sportive ou avant un vol, le déroulement de ce vol avec des outils donc de visualisation, et leur performance va être augmentée de plus de 45%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mouvements du corps pendant l'action vont être en répétition de ce qui a été prévu en amont. Et en fait, elles vont suivre la préparation mentale de visualisation. Et donc, avec la répétition de la visualisation, il y a des nouvelles connexions entre les neurones qui vont se mettre en place du fait de la plasticité cérébrale, comme si les personnes s'entraînaient pour de vrai, comme si les personnes volaient pour de vrai en fait. Et c'est ça qui permet de progresser réellement sans avoir été dans la situation donnée en amont. Et parce qu'en fait, il y a un entraînement qui se fait, il y a en fait comme une adoption de la bonne gestuelle, de la bonne attitude, des bons comportements qui va se mettre en œuvre avant même la circonstance donnée. Et donc,
C'est vraiment ça tout le principe de la loi de l'attraction, c'est j'imagine, je visualise le résultat désiré, je crée en moi-même sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, les conditions favorables à l'accomplissement de ce que j'ai visualisé et de l'expérience que j'ai vécue dans ma tête en fait. Donc c'est vraiment ça le but du vision board. Effectivement, c'est des techniques qui sont utilisées dans l'armée, que j'ai pu voir aussi pratiquer dans l'armée. Et ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu dis, c'est aussi l'aspect créatif. Tu as mis en avant le fait de la projection, d'aller en avant, mais aussi comment je trouve que la création, comment quand on la sollicite, ça peut créer des choses nouvelles. Et là aussi, où il peut y avoir moins de censure via aussi l'acte créatif. Et comment on est moins saturé verbalement, où je vois, parce que moi, ça va être plus de l'accompagnement de couple que je vais faire, mais où on tombe tout de suite dans des reproches, du contenu très précis de « mais il range pas ses chaussures et son linge est toujours à traîner », où là, on peut aller aussi via ce média dans un au-delà. On va pouvoir explorer autre chose et plutôt la forme. J'utilise beaucoup la métaphore de la danse, de comment on peut observer la danse du couple, comment ils fonctionnent ensemble au lieu de tomber dans du contenu. Et ça, je trouve ça très fort aussi, en tout cas. Ouais, je suis d'accord, ça permet vraiment de quitter une sphère qui est parfois ultra banalisée ou ultra abîmée, qui est la sphère orale, en fait, et d'être beaucoup plus dans le ressenti, d'être bien connecté à la partie gauche de notre cerveau. Donc, c'est celle qui abrite la part la plus créative, la plus intuitive, la plus connectée à nos émotions et à nos sens. Et c'est aussi la part de nous-mêmes qui est la plus à l'écoute, en fait, qui est la plus réceptive, qui est beaucoup moins dans l'action. On est dans l'accueil, en fait, quand on est dans notre cerveau gauche. Et pour être équilibré, on a tous besoin de cette part-là. Et quand on lui accorde de la place, c'est elle qui fait émerger les grandes idées, en fait. Et ça nécessite du coup une bienveillance et une positivité vis-à-vis de soi, puisque c'est, comme tu le disais, c'est des choses qu'on projette, et le fait de les projeter, c'est des choses qui potentiellement peuvent arriver. Il faut pouvoir se dire, déjà, je pense avoir confiance en soi, confiance en l'avenir, et pouvoir faire abstraction un peu peut-être de ses limites, des obstacles qu'on peut avoir sur sa route, en se disant en fait tout est possible, et voilà ce que moi je projette pour les temps à venir. C'est pour ça que le cadre, il est important. En fait, c'est aussi pour ça que quand on le pratique, j'imagine que c'est comme ça que fonctionne Marie-Lise aussi. Le cadre posé autour de la personne, du couple ou du duo, ça peut être dans le cadre de relations parents-enfants. On peut avoir une mère et sa fille qui vont travailler ensemble sur un outil comme le Vision Board pour aborder en fait autrement un sujet relationnel. Le cadre posé va être indispensable pour faire émerger sans censure tout ce qui a besoin de se rendre disponible à la conscience. Donc oui, le rôle de la personne qui guide cet atelier est de créer un climat favorable. Moi, j'utilise aussi des questions en amont qui permettent de vraiment être très en lien avec son ressenti et avec ses émotions, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire toutes les deux, voilà, je pense à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de passer à l'action, d'abord personnellement, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Voilà, si on n'a pas quelqu'un à côté qui nous coach, mais qu'on veut goûter un peu à cet exercice, voilà, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Quels sont les outils? De quoi est-ce qu'on a besoin? Alors, je vais commencer par décrire la manière dont on peut s'en servir quand on est tout seul et qu'on a envie, de manière individuelle, de travailler sur son tableau de visualisation. La première chose, c'est de réunir des magazines, des journaux, des ciseaux, des tubes de colle et un support en fait. Donc ça peut être une grande planche de format A3 idéalement ou un support en liège. L'idée en fait, c'est vraiment de privilégier le format qui va vous être agréable, qui vous est familier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez, je regarde le mien là pendant que je vous parle, vous allez ensuite le mettre dans un endroit dans lequel vous vivez ou travaillez. Donc, en fait, vous allez y être exposé régulièrement. Ensuite, vous prenez un papier et un stylo et moi, je vous invite à répondre à ces quelques questions. La première question, elle porte sur le passé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le passé éclaire souvent le présent. Quand on regarde en arrière, quand vous regardez en arrière, que vous observez le chemin parcouru, quels sont les 3 adjectifs qui vous viennent en tête sur ce dont vous êtes le plus fier, sur ce que vous avez accompli. En fait, vous voyez, cette question, elle participe à créer un cadre porteur pour l'exercice de la visualisation. Donc, 3 adjectifs pour décrire ce dont vous êtes fier et quels sont les sentiments et les émotions que vous associez à ça. Ensuite, au présent, vous décrivez ce qui génère chez vous
de la joie. Donc ça peut être des personnes, des situations, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, familial, associatif, sportif, peu importe. Mais en tout cas, ce qui déclenche chez vous de la joie. Ensuite, ce qui est essentiel à vos yeux aujourd'hui pour votre équilibre. Donc vous êtes vraiment dans votre essence, dans votre authenticité à vous. 1, ce qui déclenche de la joie. 2, ce qui est essentiel à vos yeux. 3, vous vous mettez en situation de projection vers le futur. Et là, vous allez penser on peut partir sur du moyen terme, on peut partir sur les 5 prochaines années. Vous pensez à vous dans 5 ans. Et vous écrivez avec des phrases très simples ou juste quelques idées comme ça, ce que vous désirez et ce qui vous permettrait de dire que votre vie est meilleure, selon vos propres critères, qu'aujourd'hui. Comment vous vous sentiriez? Qu'est-ce que vous feriez concrètement au quotidien? Quelles sont les choses spécifiques que vous feriez? Qu'est-ce que vous ressentiriez? Et vous pouvez noter ce début de phrase et essayer de le compléter. Quand je me projette dans cette vision de moi à horizon 5 ans, je m'imagine plus et vous complétez, ou je m'imagine mieux et vous notez tout ce qui vous vient. Donc vous allez avoir des sensations, vous allez avoir des intuitions. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'intuition, c'est 1/3 de seconde pour qu'elle arrive à votre cerveau. Donc il y a vraiment pas de place pour la censure avec l'intuition. Donc hop, il y a une idée qui arrive, n'hésitez pas à vous la noter. Ça peut être des sensations, ça peut être de l'intuition, ça peut être des idées, ça peut être des mots qui viennent, qui s'imposent à vous. Notez-les, sans aucune censure. Vous êtes vraiment là dans un exercice créatif et intuitif. On est vraiment dans la partie gauche du cerveau. Donc vous notez tout ça. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc il peut prendre, je dirais, 10-15 minutes. Hein, c'est à peu près le temps qu'on avait passé, Swazik, dans la préparation du Vision Board quand on avait travaillé ensemble dessus. Ouais, ça peut paraître long, quand on parle comme ça. Puis en fait, quand on est dedans, le temps d'y réfléchir, de poser des mots, et quand on a une réponse, il y en a une autre qui nous vient. Enfin, c'est assez étonnant. Et même si on n'est pas habitué, il faut se laisser aller juste. Et je pense que j'avais trouvé qu'on se prenait vite au jeu, en fait. Ouais, exactement. Ensuite, vous voyez, tout ça, tout ce petit travail préliminaire va vous mettre dans un certain état, en fait, dans un certain état d'esprit et émotionnel, de confiance, puisque, en fait, c'est un cheminement. Vous voyez, on est passé de votre fierté passée, de votre joie au présent, de ce qui vous est essentiel et de vos aspirations pour demain. Donc, en fait, on est vraiment dans un cheminement logique qui vous amène à une sensation positive et constructive à l'intérieur. Donc, conscient ou consciente de cela, vous allez pouvoir commencer à parcourir les magazines ou les journaux qui se trouvent à votre disposition avec cette intention-là, en fait. D'accord ? Vous êtes dans cette sensation, vous êtes dans cette intention-là. Donc, vous allez feuilleter ces magazines et vous allez choisir puis découper les images qui spontanément vous appellent. Soit parce qu'elles sont en lien avec votre idée, avec votre aspiration, ou en tout cas parce que ça déclenche un écho, une résonance émotionnelle. Donc ça peut être des paysages, ça peut être des décors, ça peut être des symboles, ça peut être des mots, ça peut être des extraits de phrases, des citations, peu importe. En fait, l'essentiel, c'est que ça vous parle. Et si ça vous parle, c'est que c'est juste. Il faut vraiment être dans l'optique de choisir des images de manière vraiment intentionnelle. Et plus ces images vont créer chez vous un déclic, de l'enthousiasme, un élan de motivation, plus ça va être aidant ensuite pour vous permettre de concrétiser cette aspiration. Une fois que vous avez rassemblé ces images, donc que vous les avez découpées, encore une fois, images pouvant être photos, dessins, illustrations, mots, vous essayez de les mettre sous vos yeux de la façon la plus harmonieuse pour vous. En fait, tout ça est très personnel, c'est vraiment vous devez trouver ça beau et harmonieux. Et une fois que vous êtes à peu près satisfaite du résultat obtenu, vous êtes prêt au collage, en fait. Vous êtes prêt pour l'étape du collage. Donc, vous prenez votre planche, vous prenez votre support, que ce soit en liège ou votre support papier, et vous commencez à coller les images que vous avez préalablement sélectionnées. Et après, l'idée, du coup, c'est de le placer, ce vision board. C'est pas de le ranger dans un placard, c'est plutôt de l'avoir sous les yeux pour que ce soit comme un moteur. Exactement. C'est pas un objet qui va prendre la poussière. C'est vraiment un objet qui devient central, qui est
Moi, ce que je recommande en général, c'est de l'avoir dans un endroit où vous passez beaucoup, beaucoup de temps, de le prendre en photo également et de le mettre éventuellement en fond d'écran, soit de votre téléphone, soit de votre ordinateur. Comme ça, vous ne pouvez pas rater votre vision board. Et d'être, à chaque fois que vous le regardez, soit vous le regardez en essayant de l'apprécier dans une vision d'ensemble, soit vous vous arrêtez sur un mot ou sur une image qui va particulièrement vous toucher à ce moment-là. Là, vous voyez, je regarde le mien, le mot que je regarde, plus que les autres, il y a à peu près, je sais pas, 30 mots sur le mien. Le mot que je regarde, c'est le mot joie. Voilà. Donc, vous pouvez focaliser votre attention sur un mot ou une image en particulier, soit apprécier sa vision d'ensemble, peu importe. Mais l'idée, c'est de le regarder souvent. Et à un moment, il va y avoir une forme de banalisation de cet objet qui fait tellement partie de votre quotidien au bout d'un temps qu'en fait, vous n'y accordez quasiment plus d'attention. Ça veut dire que, d'une certaine façon, vous avez assimilé ça comme étant la cible vers laquelle vous vous dirigez. En fait, c'est comme si c'était intégré, comme s'il y avait eu une intégration qui s'était produite et qu'en fait, c'était rentré à l'intérieur de vous. Ça, évidemment, doit être associé à une démarche active pour concrétiser. Vous voyez, il ne doit pas y avoir de dissonance, c'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas avoir un vision board tourné vers la joie et un certain type de projet ou d'affirmation de sens et faire tout l'inverse dans sa vie quotidienne. Tout ça, en fait, les chances de réalisation ne doivent rien à la chance, en fait. Vous voyez, ça ne se réalise que grâce à une démarche active, volontaire et responsable de votre part, en fait. Ouais. Donc, il faut peut-être pas chercher à mettre des choses qui sont des rêves, qui seraient, bon, on en a très envie, mais en fait, on sait quand même que même si on met toute notre bonne volonté, c'est assez irréalisable, mais des choses qui sont concrètement possibles pour nous. Je sais que Marie-Lise, dans nos podcasts, tu dis souvent quand on donne à nos auditeurs des objectifs, tu dis ne mettez pas la barre trop haute et allez-y petit à petit pour que ce soit réalisable. Là, ça me fait, enfin, je trouve qu'on peut-être le transposer un peu au vision board en disant, voilà, c'est pas ok, je rêve d'aller vivre sur une île déserte, donc je mets cette image, mais en fait concrètement dans 5 ans, franchement, j'ai des enfants en bas âge, j'ai un boulot, ça me paraît pas complètement concevable. Il faut mettre des choses qu'on peut potentiellement quand même toucher du doigt. Mais je crois qu'aussi là, comme elle l'a dit Émilie, on est dans l'intuition, donc je pense qu'on n'a même pas le temps de réfléchir à ça. Et je crois que ça c'est peut-être, je sais pas, utopique de dire ça, mais qu'il faut suivre l'intuition et l'émotion là. Et c'est ce premier conducteur qu'on va avoir. Et après, je pense quand on va le regarder, la façon dont on va le regarder, on va le transposer en faisant des liens avec l'intellectuel, en disant bah là j'ai mis ça. Comment concrètement ça fait résonance dans ma vie, dans ma pratique. Mais je crois que c'est d'abord vraiment l'aspect émotionnel quand on le crée. On n'est pas du tout dans cette réflexion, qu'est-ce qui va être réaliste, réalisable. On est vraiment plus connecté à son cœur, à ses émotions et à ce qu'on fait. Et c'est plutôt le regard qu'on va poser dessus qui après va être éclairant avec notre réalité. Parce que, enfin, la joie, ça, on peut le transposer dans plein de manières. Penser être davantage dans le lien aux autres, ça peut être fait de plein de manières aussi. Donc, je pense que c'est une deuxième étape, ce Swazik. Donc, je peux mettre mon île déserte. Ouais, et puis je trouve ça intéressant en fait que tu mentionnes une île déserte parce que moi la question qui me vient c'est en fait quel est le besoin sous-jacent? Est-ce que c'est du calme? Est-ce que c'est de la solitude? Est-ce que c'est du recul? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si c'est de la solitude pour penser ou des temps pour toi, comment concrètement dans ta vie de tous les jours ou de toutes les semaines, il peut y avoir ces temps-là pour toi? Est-ce que ça peut être la pratique je sais pas moi, d'1 heure de yoga par semaine, est-ce que ça pourrait pas être ça, le symbole de ton île déserte dans les 5 années à venir? Enfin, tu vois, est-ce que c'est d'aller marcher toute seule? Enfin, mais je trouve ça intéressant de se dire, ah tiens, je suis partie de quelque chose qui semble très loin de moi aujourd'hui, aller vivre sur une île déserte, mais j'arrive à décoder le besoin et l'aspiration derrière et comment je la rends possible au quotidien. Quand tu me dis ça, je me dis que du coup, ce qui peut être intéressant, c'est en fait, parce que là, on donne l'idée du vision board à faire soi-même chez soi, mais d'avoir quand même quelqu'un à côté, donc on va venir pour le couple, mais en tout cas, pour déjà, si on veut faire l'exercice pour soi, quelqu'un à côté à qui on va le présenter et qui va pouvoir soulever des questions pour aller un peu titiller cette image, ce symbole qu'on a choisi. Absolument. Et c'est ça qui est super dans le fait de le réaliser à deux, en fait. Alors nous, bon, évidemment, ici, on parle vie de couple. Donc, en fait, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était proposer cet exercice en part individuelle, mais aussi pouvoir le proposer au sein du couple. Est-ce que tu peux nous dire quel peut être l'intérêt
pour un couple de pratiquer, de faire son vision board? Alors, je pense qu'à ce stade du podcast, tout le monde va me voir venir, va me voir arriver. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'étape d'après de son couple. Quelle est la vision qu'on porte, non pas individuellement, mais à deux en tant qu'entité couple? Quel est le projet qu'on partage? Quelle est l'aspiration ou quel est l'objectif sur lequel on a envie à deux de s'engager? Donc en fait, au lieu d'être le support d'une expression individuelle, il devient la traduction de ce que l'entité couple veut créer. Et je trouve ça extrêmement puissant en fait. De la même manière que avec tout ce que vous proposez comme outil d'accompagnement, d'aide à la réflexion, d'aide à la discussion, en fait, le Vision Board est un nouveau moyen d'établir un langage commun pour pouvoir dire notre aspiration, c'est celle-là. Ce qui va être vecteur de sens pour nous dans les 3, 5, 10 années à venir, c'est ça. Et on y met évidemment chacun un petit peu de qui l'on est, mais c'est ce sur quoi il y a un engagement de couple. Donc, quelque chose qui, de nouveau, crée un dialogue, qui, de nouveau, crée un ciment commun, en fait. Donc, est-ce que toi, Marie-Lise, est-ce que l'idée, c'est de réussir à faire un peu abstraction de soi pour être vraiment complètement embarqué dans cette entité couple? Je sais que ça, c'est quelque chose dont on a parlé dont on parle dans le livre Les 5 clés de l'amour durable, mais c'est ce 1 plus 1 égale 3. C'est évidemment qu'on vient avec soi, et toi, tu le dis très bien, Émilie, mais est-ce qu'on essaie, tu vois, de faire abstraction de ses projets perso, de ses envies perso, de ses doutes, pour vraiment se dire là, on pense en mode couple, et ce qu'on veut pour cette entité couple? Tu me coupes les mots de la bouche. Je te dis que c'est vraiment ça, en fait, avec cet outil, c'est vraiment cette idée du 1 plus 1 égale 3 qu'on souligne dans le livre. Mais c'est vraiment ce tiers qu'on va recréer, remettre en lumière, revaloriser, là où il s'efface totalement parfois dans certains couples, où il est oublié. Et je pense que c'est pas s'oublier, parce que comme on le dit, le résultat, c'est 3. Donc c'est juste recréer une autre entité, la revaloriser et la remettre au grand jour, là où certains ne la voient plus, où elle est dépassée, pas alimentée. Émilie parlait beaucoup d'énergie, de redonner de l'énergie tout à l'heure. Donc ça va être comment on redonne de l'énergie pour le couple, mais c'est pas au détriment d'eux. On en parlait aussi avec Jenny Chamas dans le dernier épisode, mais on parlait de ça aussi, c'est pas l'un au détriment de l'autre, comme si on est toujours dans cette idée, surtout quand on est femme ou mère, on en parlait dans le dernier épisode, mais qu'il y aurait un sacrifice à faire. Et là, c'est pas on pense au couple, donc on pense plus à nous. C'est on pense à autre chose. On n'est pas là pour penser qu'à soi, mais à cet espace qui est différent aussi. Je sais pas si ça répond pleinement à ta question, Swazik, mais Si, évidemment. Alors, est-ce que pour en arriver là, à cette réflexion commune, est-ce qu'on se pose en amont les mêmes questions, Émilie, que tu as proposées tout à l'heure pour le Vision Board perso? Alors, la structure va être la même. Les questions varient un petit peu puisqu'on est deux. Donc, l'idée, toujours pareil dans la structure, hein, quand on pose le cadre, on commence par le passé. Et là, l'idée, c'est de se dire, quand on regarde en arrière et qu'on observe le chemin parcouru, quels sont les adjectifs qu'on associe à ce qu'on a construit ensemble en tant que couple? Quels sont les mots qui nous viennent spontanément? Donc, chacun va exprimer dans une discussion à deux les adjectifs qui spontanément émergent. Et puis ensuite, notez toujours les sentiments et les émotions qui sont associés à ça. Par exemple, si ce qu'on a écrit comme adjectif, c'est, je sais pas moi, lumineux, les sensations ou les émotions associées, ça peut être le rire, parce qu'on est un couple qui rit énormément, la joie, la légèreté. Vous voyez, c'est en fait essayer d'être spécifique, pas être que sur des concepts ou des idées vagues, mais de nourrir en fait ce climat positif, bienveillant, quand on se penche sur ce qu'on a construit depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est ensemble en fait. Ensuite, on va passer à la phase 2, qui est la phase du présent. Et là, on décrit, on exprime et on décrit ce qui enchante notre vie à deux. Ce qui fait qu'un sourire se dessine sur nos lèvres quand on pense à nous deux, à l'entité en fait couple. Une fois qu'on a fait ça, on écrit en quelques mots ce qui est essentiel aujourd'hui pour non pas notre équilibre individuel, mais pour notre équilibre de couple. De quoi le couple a besoin pour être dans son équilibre. Une fois que cette étape du présent a été
nourri par les contributions de l'un et de l'autre. On va passer au futur et là, on va penser. Donc, chacun choisit le terme qui lui va. Vous voyez, pour certains, 5 ans, c'est trop court. Pour d'autres, 10 ans, c'est trop long. Choisissez le terme qui vous va. On est sur 3, sur 5, sur 10. À la rigueur, peu importe. Si vous faites sur 3 ans, vous en referez un autre dans 3 ans pour les 5 années qui viennent. Enfin, les 5 années suivantes. Donc, vous pensez au terme dans lequel vous avez envie de vous mettre et vous décrivez ensemble ce que vous désirez pour le couple et en quoi votre vie de couple serait meilleure. Comment vous percevez dans cet idéal, dans cette vision idéale de votre vie de couple dans 3, 5 ou 10 ans, décrivez en fait les sentiments, les sensations et qu'est-ce qui concrètement au quotidien serait différent? Qu'est-ce qui serait nouveau? Quelles sont les choses spécifiques que vous feriez? Quelles seraient vos découvertes, vos explorations en tant que couple? Quels seraient vos accomplissements, vos réalisations? Vous vous projetez vraiment dans un avenir de couple et vous décrivez les choses qui nourrissent le quotidien en fait de cette vie de couple. Et de la même manière que tout à l'heure, j'ai donné une phrase à compléter, eh bien vous écrivez cette amorce, ce début. Quand je me projette dans cette vision renforcée de notre couple, je nous imagine plus ceci, je nous imagine mieux cela. Vous voyez, en fait, vous décrivez, vous faites un cheminement de pensée à deux. Alors, ça va nécessiter d'aboutir à un consensus, en fait. Ça va nécessiter d'aboutir à un langage commun dans lequel les deux se retrouvent. Ça devient un outil d'élaboration, d'échange et de discussion extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, on ne peut pas écrire une phrase qui serait au détriment de l'un ou de l'autre, en fait. On doit tomber d'accord sur ce vers quoi on tend en tant qu'entité couple. Voyez ? Et donc, on va parvenir à une représentation avec cette première phase d'élaboration, ce premier questionnement. Et ensuite, on va travailler sur la sélection, de la même manière, dans les journaux, dans les magazines, des images qui nous appellent. Et qui nous appellent, non pas nous individuellement par rapport à qui l'on est, mais qui nous appellent par rapport à ce qu'on vient de décrire, de la vision qu'on a pour notre couple à horizon 5, 8, 10 ans. Merci Émilie, c'est très clair. Marie-Lise, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils? Parce que Émilie l'a bien dit, on sent que quand on se projette dans cet exercice à deux, il peut y avoir des moments qui seront certainement un peu chauds, un peu intenses, peut-être un peu tendus. Quels conseils tu vois, nous donner pour que justement ça reste quand même un exercice et un moment que l'on passe et qui soit relativement serein et apaisé? Moi déjà, après, dans le cadre de la thérapie, par exemple, quand je vois que les canaux de communication sont vraiment trop tendus, je leur demande de le faire séparément dans un premier temps et après, ils en font un commun. Parce que ça a l'avantage que déjà, ils se reconnectent à cette entité tierce individuellement en se disant, oui, elle existe, de se reconcentrer sur des choses positives avant d'amener un espèce de discussion où il y a plein de compromis à faire et où ça peut être difficile. Donc, ils le font séparément. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui peut être fait pour les personnes qui nous écoutent. Et après, ils présentent chacun à l'autre ce qu'ils ont fait. Donc, déjà, ça les amène à rééchanger de choses positives l'un et l'autre. En se disant, ah bon, tu penses à ça? Et ça peut amener aussi de la surprise et de la joie de dire, ah oui, je me rappelais plus du tout de ce moment-là qu'on a vécu ensemble. Tu fais quoi à ça? Ou aussi à amener des devinettes et à remettre de la connexion là où ils en voyaient plus du tout. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui peut être fait comme ça, ou comment on se recentre individuellement pour refaire du lien, soit avec l'entité couple, puis après reconstruire ensemble. Parce que comme elle l'a dit Émilie, c'est un réel exercice après de réussir à recommuniquer à deux, refaire aussi un peu je sais pas si on peut dire des compromis, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on projette, c'est une réelle discussion. Et ça, faut être prêt déjà à reparler et à remettre de l'énergie dans son couple. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'Émilie a dit, c'est que ça ramène en fait cet exercice au mythe un peu fondateur du couple, de ce sur quoi on a un peu le terreau sur quoi on s'est construit, qu'est-ce qu'on a, à partir de quoi on a rêvé de nous en fait. Et ça souvent on l'oublie. Et en fait les couples aujourd'hui existent grandement en partie grâce à ça, parce qu'il y a plus forcément le mariage ou nos parents ou un peu la société qui venait mettre en avant et valider l'existence du couple. Et ça a tendance à diminuer et à moins exister. Et le couple
se reconnaît par un récit qu'il se fonde lui-même, en fait, par le conte qu'il écrit pour lui, par son histoire qu'il s'auto-crée. Donc, c'est pas moins fort ou plus fort qu'avant, c'est différent, mais c'est juste qu'on a tendance, le mariage a une existence, on va dire, tangible, que le conte, parfois, notre histoire, c'est sur quoi on se crée, ce terreau dont je parlais, on peut avoir tendance à l'oublier. Et c'est ça que je trouve fort avec ces outils-là, c'est que ça vient aussi le remettre en lumière, en fait. Ce mythe, cette histoire du couple, qui est une énergie profonde et infinie pour le couple, en tout cas. Mais qui a besoin d'être régulièrement alimenté, fertilisé, en fait. C'est comme une plante, finalement. Mais c'est vrai que sans ça, il peut y avoir un assèchement, en fait. Une perte de vitalité, une perte de la croissance, en fait, de cette entité couple. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est un exercice que j'ai fait individuellement, que j'ai pas eu l'occasion encore de faire en couple. Mais là, clairement, on va prendre rendez-vous et ça va être sur la liste des prochains jours parce que je suis sûre que voilà, il va y avoir des conversations une fois encore qu'on n'a pas dans le quotidien, ça c'est sûr, et qu'on n'a peut-être encore jamais eu. Je sais pas si dans un couple on a trop l'habitude de se projeter. On fait des projets, ça c'est sûr, hein, quand même à moyen terme, parfois à long terme, mais comme ça, de façon si concrète, avec des images, avec une conversation à deux, un échange à deux, je trouve que ça arrive pas souvent. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Il y a une chose que j'avais assez envie d'ajouter, c'est qu'en fait, il n'y a pas de magie là-dedans, et que les récompenses, en fait, ce qui sera collé sur ce tableau créatif, sur ce vision board, ça va pas tomber du ciel tout seul. Et ce que je trouve passionnant dans cette démarche-là, c'est qu'il va falloir provoquer la concrétisation de nos aspirations, de nos projets par l'action. Et donc, concrètement, dans la vie de couple qu'on a visualisée, eh bien, il va être intéressant de se dire qui fait quoi, comment on avance vers ça. Et ça devient le projet qui, de nouveau, mobilise l'entité couple dans une affirmation de ses désirs, de sa projection et de ce qu'elle a déterminé comme étant central et essentiel pour son avenir de couple. Vous voyez, par exemple, si on se dit, en tant que couple, on décide qu'on voudrait partir vivre ailleurs. Ok, ailleurs, c'est quoi? Comment on voit notre future maison, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a dans notre environnement immédiat? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de choix géographiques? Et si on tire le fil comme ça, qu'est-ce que ça implique pour chacun, chacune? Qui va lancer les alertes sur les sites immobiliers, par exemple? Qui va s'occuper de faire estimer l'appart dans lequel on vit? En fait, on passe du rêve et de l'aspiration à quelque chose de très concret qui va mobiliser chacun et chacune et recréer une dynamique extrêmement porteuse, en fait. Et c'est là que ça rejoint complètement notre travail et les outils Schedule Update. C'est que on dit vraiment, on est toujours là à dire entrez dans l'action, mettez votre couple en action. Vous pouvez être en action pour vous-même, vous pouvez être en action en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, en tant que parent, mais soyez aussi dans l'action dans votre couple. Et là, je trouve que ça rejoint complètement, de dire ok, là vous vous êtes fixé des objectifs, des projets, mais maintenant donnez-vous les moyens effectivement de les mettre en œuvre. Donc là, on se rejoint. Je trouve que c'est hyper complémentaire. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur, on avait vraiment à cœur de présenter cet outil dans le podcast. Et la très bonne nouvelle, c'est que si vous vous dites, oulala, 100 personnes à côté, ça va quand même être compliqué à faire. Comment est-ce que je peux motiver mon mari? Comment est-ce que je peux motiver ma femme à rentrer dans cet exercice? Eh bien, ce qu'on était heureuse avec Marie-Lise et Émilie de vous annoncer, c'est que on va organiser un nouveau week-end Schedule Update au Mas des Prêcheurs, lieu où Émilie exerce la maison de Sens. Et dans le cadre de ce week-end, en fait, on proposera avec Émilie cet exercice du Vision Board. Donc, ce week-end aura lieu les 10, 11 et 12 février 2023. Donc, les premières inscriptions vont pouvoir être faites très prochainement. On a la place que pour 6 couples, malheureusement. On s'est dit que, bon, évidemment, février, c'était très sympa pour fêter l'amour et qu'en plus, ça peut être un super cadeau de Noël et éventuellement de Saint-Valentin à offrir à votre couple. Donc, dans l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire que on va se passer un week-end à deux pour vraiment se retrouver et cultiver son amour. On n'est pas là en mode thérapie, absolument pas. On est là pour vraiment
prendre du temps pour soi, du temps pour s'aimer, du temps pour se redécouvrir. Et on n'est pas là pour voir une thérapeute ou régler ses comptes. Voilà, et nous, on est toujours dans le bien-être amoureux, donc ça, c'est vraiment important à noter. Et dans l'idée sur ces 3 jours, on vous proposera des ateliers avec Marie-Lise pour vous inspirer, vraiment vous proposer des pistes d'action pour vous réussir vous parvenir à rester connectés l'un à l'autre. Il y aura donc une séance avec Émilie sur ce vision board. Voilà, on vous proposera des repas en tête-à-tête où vous aurez des questionnaires pour que ces repas il y a une conversation nourrie pendant ces repas. Vous aurez, vous découvrirez là-bas, mais du temps pour chacun de vous, du temps en couple. Voilà, ce sera à la fois dense dans ce qu'on va vous proposer, mais à la fois on tient à ce que vous puissiez avoir du temps pour vous et du temps pour votre couple, mais des temps qui seront nourris avec nos outils. Voilà, donc vous pourrez trouver ça très bientôt sur saveyourloveday.fr et sur nos réseaux sociaux. Voilà, écoutez, Marie-Lise et Émilie, merci à toutes les deux. C'était passionnant et original comme échange. Donc je suis plutôt très heureuse de cet épisode. Merci à tous pour votre fidélité, votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre à chaque épisode, à en parler autour de vous. Donc 1000 merci parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut rayonner. Un grand merci et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.